Alors, je crois qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui sont un peu scotchés. Je rêve, je cauchemarde, j'en ai envie, j'en ai peur. On entend peut-être au moins une des pistes de la médecine de demain et qui, indépendamment des solutions pratiques avancées par Paolo à l'instant, décloisonne aussi une des frontières implicites qui est entre soins et santé. Et ça, c'est pas inintéressant non plus parce que nous, soignants, entre guillemets, de base, on a beaucoup de mal d'aller au-delà de la fonction soignante pour laquelle on est bien sûr formé et rémunéré pour éventuellement décloisonner. Il y a une autre expertise qui est très intéressante à Milan, qui est dans ton groupe aussi, où à côté de la gare centrale, une unité d'éducation alimentaire est faite pour les patients qui ont des problèmes de surpoids ou de diabète et qui viennent avec nutritionnistes, endocrinologues et cuisiniers faire la cuisine ensemble et apprendre à manger et à faire attention à eux-mêmes gérer leur alimentation et leur traitement. C'est des exemples, une dernière fois, qui sont très riches d'enseignements. Alors, on vous avait promis une liberté, et alors moi je suis ravi de la diversité des interlocuteurs qui vous ont présenté des choses très différentes, mais qui me semble-t-il sont édifiantes sur cette richesse d'ouverture à l'international. Philippe ou Benoît, si vous avez des questions, sinon, bien sûr, c'est la salle qui va prendre les micros. Il y a moins de bras qui se lèvent que précédemment. Ils sont impressionnés, c'est tout, mais ils vont se lâcher. J'ai une question quand même, Paolo Rotelli. Quand les médecins, on en a discuté au téléphone, quand les médecins n'atteignent pas leur objectif dans vos établissements, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend du médecin. Oui. Par exemple, j'ai un exemple très concret. À San Donato, en électrophysiologie, objectivement, de loin, on n'a pas atteint les objectifs de marge, mais on a quand même reconnu 100% du... Bien dans le micro. Par exemple, à San Donato, en électrophysiologie, on avait atteint pas mal d'objectifs, mais par exemple pas celui de marge. On a quand même reconnu 100% du bonus à toute l'équipe, parce que du fait de la grande activité de recherche qu'avait effectué le médecin, du fait du résultat d'un point de vue de la qualité, donc c'est négociable. On discute à chaque fois avec la personne. C'est-à-dire que pour qu'on décide de ne pas reconnaître le bonus, il faut vraiment que la personne ait fait des énormes erreurs médicales, qu'il n'y ait pas ni la qualité, ni la quantité, ni le fond. Il faut vraiment qu'il y ait un problème. Mais est-ce que de temps en temps, vous êtes obligé de vous séparer de médecins? C'était un peu... Ça nous est arrivé l'année... par exemple, ça nous a tout l'exemple, parce qu'on a... En fait, c'est un hôpital qu'on a totalement bouleversé. Et grâce à ça, maintenant, c'est le premier centre cardiovasculaire d'Italie. L'idée, c'est qu'on avait de grandes excellences, mais dans certains secteurs, on pêchait un peu par qualité. Alors, il nous manquait des compétences professionnelles, mais par exemple, en hémodynamie, on avait une personne qui était un très grand professeur il y a 20 ans, et qui, plus le temps avançait, moins il était bon, objectivement. Voilà. Et qui ne laissait pas de place à ses assistants, qui étaient par contre eux très bons. Donc il avait tendance justement à passer son temps à aller faire des conférences ailleurs, ne faire travailler les autres et empocher l'argent. Donc dans ce cas-là, on s'est... Donc... Ah, bravo. Dans ce cas-là, on s'est, du coup, après maintes essais de négociation, on a réfléchi, bon, les assistants sont vraiment bons, on n'a pas envie de les perdre. En plus, ils ont reçu une offre du concurrent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une vraie concurrence. En Lombardie, il y a une vraie concurrence. C'est-à-dire que les médecins, comme je présente témoin, on a l'impression que c'est l'hôpital qui a le couteau du côté du manche. Mais en fait, il faut savoir que vu la compétence qu'il y a, il suffit de faire 10 km et un autre hôpital. Si on énerve un médecin, le risque, c'est qu'il aille voir le concurrent et qu'il change, on a même un salaire plus élevé. Donc il faut faire vraiment attention, en fait, à donner au médecin ce qu'il veut, c'est-à-dire de la place pour la recherche et l'aider sur sa carrière universitaire si on veut le garder. Parce que le simple salaire ou le simple salle opératoire à l'élite, ça ne suffit pas à le garder. Du coup, voilà, on a essayé de faire un peu de médiation, on a vu que ce n'est pas possible, et on a exercé ce que prévoit le contrat, c'est-à-dire préavis de 3 mois et au revoir. Bon, après lui, il s'est lancé au prud'homme, il a dit que il n'était pas un vrai profession libérale, qu'il était en fait subordonné. On a quand même gagné. Mais l'idée, c'est que voilà, en 3 mois,
Donc, le litige au prud'homme, c'est le problème de l'hôpital, ce n'est pas le problème des patients ni de l'équipe. Après 3 mois, l'assistant était chef de service et tout est reparti comme il le fallait. En électrophysiologie, inverse, on avait un médecin qui était en chute libre et on a changé donc avec celui actuel qui est un des numéros 1 mondiaux, qui est le professeur Papone. Et oui, donc on l'effectue quelquefois. Quelquefois, c'est utile. Il y a des grandes variations de rémunération parmi les médecins de polyclinique. Il y en a qui gagnent beaucoup, d'autres moins. Enfin, oui, elle peut être énorme. Énorme. Et peut être gigantesque. Ça dépend aussi du chiffre d'affaires qu'il génère. Par exemple, électrophysiologiste, il génère quelque chose comme 27 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La rémunération de l'équipe, c'est quelque chose de l'ordre de... Non, seulement du médecin, quelque chose de l'ordre de plus d'1 million d'euros. Cardio-chirurgie, il génère quelque chose comme... Par an ou par mois Par an. C'est pas Neymar. Jean-Paul Hamon. Oui, j'ai été impressionné par l'abord commercial de la chose. Il y a une seule chose qui me tracasse. Pourquoi vous allez dans les centres, vous qui avez l'air vraiment à la pointe du progrès, pourquoi vous allez dans les centres commerciaux alors que tout le monde sait maintenant que les centres de commerciaux ils sont en train de péricliter, voilà, c'est le seul point qui me tracasse dans votre avancée qui est vraiment phénoménale et très perspicace. Alors, c'est parce que l'Italie est toujours en retard sur la France. Non, c'est-à-dire que les zones industrielles en France sont développées bien avant l'Italie, il y a 20 ans. Et en ce moment, elles sont en plein essor. Et surtout, quand on connaît un peu la Lombardie, il y a vraiment il y a les villes principales, et entre les villes, il y a vraiment rien. Et du coup, les centres commerciaux deviennent un peu les lieux d'agrégation de beaucoup de petits villages. Et il y a énormément de populations âgées en fait, qui s'y retrouvent le week-end dans ces endroits, et qui sont de grands consommateurs de soins, et qui ne trouvent plus en fait, de médecins généralistes dans leur ville, petite ville dans leur village. Voilà. Comme vous avez vu la courbe avant d'Eurostat. Vous avez vu l'Italie. La France a vraiment très peu de médecins, mais l'Italie, il y en avait beaucoup, c'est en train de descendre. Oui, voilà. Donc on commence à voir, nous aussi, le problème du numerus clausus qui se sent, et une désertification. Donc nous, on essaie de répondre à ce changement par les centres commerciaux. Et l'idée, c'est de dire, les gens y passent, donc les personnes ne vont pas prendre une demi-journée, en fait, pour aller voir un médecin, mais si, alors qu'ils sont dans un endroit, il y a moyen en 5 minutes de monter en haut, à l'étage, et d'aller faire une visite, ils vont le faire. Et ça marche. Donc, tant que ça marche, on va le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui, moi j'ai juste une toute petite remarque qui est essentielle malgré tout, parce que là, on a l'impression d'un modèle ultralibéral qui quelque part, sur des objectifs de résultats, va redéfinir des relations contractuelles mixtes, qualitatives et quantitatives, y compris sur la rémunération. Mais en travaillant avec un certain nombre d'assureurs de dimension internationale sur les résultats qualité des prestations hospitalières, de la sinistralité induite par les prises en charge hospitalières, vous vous rendez compte que le modèle du nord de l'Italie est remarquable. Je parle des résultats. Et parfois surprenant par rapport, dans ce benchmark, à des résultats de pays connus, mais pas reconnus, sur des critères de qualité qui sembleraient plus facilement accessibles. L'autre chose très rapidement, c'est que, tu l'as dit Paolo, c'est spécifique au système régional italien, mais c'est aussi une dimension qu'on va retrouver très souvent en Europe. La régulation est régionale. On a des directeurs d'agences qui certes ont des pouvoirs, mais probablement pas au point de certaines régions au niveau européen, et que l'attractivité de la Lombardie est remarquable, en l'occurrence pour le sud du pays, qui n'a pas forcément l'offre de soins concordante par rapport aux besoins de ses populations, et de ce fait se retrouve avec, toujours sous un régime d'assurance publique qui assume le soin, en fort recrutement en dehors de son territoire régional. Patrick Gasser. Je voulais remercier Paolo de toute sa franchise quant aux modèles qui sont en train de mettre en place et qui est probablement la réalité de toutes nos sociétés qui évoluent. Et tu l'as très bien dit, vous gérez demain le bien-être associé aux soins. Ça peut nous faire réfléchir quant à la construction
de nos propres établissements de proximité demain, parce que le patient va trouver au sein de cette société tout ce qu'il cherche pour sa vie de tous les jours. Et c'est un modèle qu'il va falloir regarder et peut-être prendre pour nous quelques éléments de construction. Je rappelle qu'en Allemagne, vous êtes adossé à des établissements. Vous pouvez donner une suite, une prise en charge globale du patient. Mais en Allemagne, c'est la même chose. Et d'ailleurs, en Allemagne, c'est souvent les hôpitaux publics qui ont mis des petites antennes qui fonctionnent le mieux sur le plan financier, qui s'en sortent très bien. Mais Paul, tu connais très bien les choses. Est-ce que... alors, il y a le modèle de régulation n'est pas le même. Et chez nous, ça sera probablement un grand frein. Pourquoi ? Parce que notre régulateur aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été dit à la table ronde précédente, ne nous donnera pas les autorisations de mettre en place ce type de modèle. Est-ce que la régionalisation, comme ce qui est fait en Lombardie, pourra nous amener quelque chose demain? Parce qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas pour un hors d'âme. Bonne question. On va accueillir Madame la Ministre. Oui. Madame la Ministre, on va continuer deux secondes. Un petit peu, quelques secondes. Il y a un souci en France, Paolo Rotelli, c'est les urgences. Les urgences des hôpitaux sont pris d'assaut, si je puis dire. Et il y a une problématique de développer la prise en charge d'urgence dans les cabinets libéraux. Alors, en Italie, comment ça se passe? On peut aussi poser la question à Marlène. Oui, Et à Marlène, oui. Tout à fait. plan européen. Sur l'accès aux soins, entre guillemets, via le mode d'urgence, puisque vous avez montré la possibilité d'avoir des statistiques aussi sur certaines filières de soins hospitalières. En ce qui concerne l'accessibilité ou... L'accessibilité ou éventuellement le flux de patients. Est-ce qu'on a une idée des activités des urgences hospitalières? Le flux La des question, urgences voilà. à l'hôpital et en ville. J'explique Voilà. pour Madame la ministre, Madame Madame Despette la est une ministre, spécialiste de... tout le monde qui nous rejoint. Voilà. Madame Despette qui dirige sur le secteur maintenant santé sociale, les données de santé Eurostat, nous a présenté un remarquable topic sur le mode de construction et les données accessibles à nous tous d'ailleurs, colligées de façon méthodologiquement fiable et comparative au niveau européen. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'évaluer, grâce à vos statistiques, Marlène, des flux de patients, donc le secteur hospitalier, via les données, alors nationales ou régionales. Est-ce que vous avez des données disponibles pour nous éclairer sur ce mode de recours aux soins qui est les urgences hospitalières ? En ce qui concerne flux, je ne dirais pas qu'on a forcément les données qu'il vous faut, mais on a les données sur les dépenses de différents systèmes dans les différents pays. Alors, on sait l'état des dépenses dans les soins de santé, par exemple par les urgences ou les hôpitaux, ou certaines division dans les hôpitaux, mais on n'a pas forcément le flux qui suit le patient. Ça, on n'a pas, non. Et alors en Italie, comment... Paolo, les urgences en Italie. Donc Paolo Rotelli dirige un hôpital privé à Milan, enfin en Lombardie. Oui, un groupe hospitalier. Malheureusement, c'est pas mieux qu'en France. Même c'est probablement mieux en France, au sens où on a énormément de problèmes avec les urgences. C'est-à-dire que on a une forte augmentation des codes rouges et codes oranges, qui ça veut dire danger de vie ou grave. Et on a les urgences, on a toujours une augmentation continue aussi des codes blancs, qui sont les codes qui ne sont pas compétents, ne devraient pas aller aux urgences. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire,
c'est là où il y a vraiment énormément de flux. C'est de créer, on a discuté avec la région qui nous a autorisé justement, à créer un flux parallèle. Les patients en fait, qui ont besoin de petits soins, qui n'ont pas besoin de voir un médecin, en fait, de les faire prendre en charge par les infirmiers, en fait. Ou de les faire accéder directement en fait, à l'hôpital avec un médecin pour soins légers. En fait. Donc on a créé en fait, un flux différé pour les patients légers. Parce qu'il n'était malheureusement pas possible de faire autrement. Voilà. Et alors, vous nous triez à quel moment, enfin, si j'ose dire? Quand ils arrivent. Quand ils arrivent. C'est une infirmière? Oui, c'est ça. En fait, le patient se présente aux urgences et une infirmière, un médecin qui évalue et lui donne un code. Une infirmière ou un médecin? C'est pas pareil. Il y a les deux normalement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une infirmière qui répond, mais un médecin qui est là aussi et qui peut, en cas de doute, l'aider, orienter exactement. Et le code est donné. Après, selon le code, soit il y a le soin immédiatement, soit il faut attendre. Et maintenant, l'innovation depuis 6 mois, c'est que maintenant, même les codes blancs, au lieu d'attendre 3, 4, 5, 6, 7 heures à l'hôpital, ils ont une voie qui leur permet en 2 heures maximum d'être pris en charge. Alors, Paolo Rotelli aussi et Madame Blanchecotte, vous nous avez dit, Paolo Rotelli, que vous aviez mis au point un système de dossier médical pour vos antennes, pour qu'une communication entre les médecins dans vos antennes dans les supermarchés et puis les hôpitaux. Vous avez fait ça en 18 mois, c'est ça, assez rapidement. Alors, nous, on a un peu plus de mal, mais c'est vrai que la France est un grand pays. Quelle est la clé du succès? Et est-ce que, Madame Blanchecotte, au niveau des dossiers médicaux... Madame De Smet et monsieur... Madame De Smet, Madame De Smet, monsieur... Madame De Smet... Sur les dossiers, merci. Sur le dossier médical, voilà. Est-ce que vous avez des statistiques sur les dossiers médicaux électroniques au niveau de l'Europe? Est-ce qu'il y a un pays qui est plus en avance que d'autres? Alors, allez-y. C'est difficile à dire puisque, en fait, l'organisation de ce qu'on appelle e-health, e-santé et les registres électroniques, ça dépend d'un autre DG à la Commission. C'est surtout la DG digitalisation. Difficile en français. Et je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'il y a pas mal de différences entre les pays. Et je sais que nos collègues dans cet autre DG, ils travaillent déjà depuis des dizaines d'années sur un système européen uniforme pour les dossiers électroniques, mais c'est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Puisqu'il y a parfois des initiatives au niveau régional ou local, et puis il y a des recommandations qui viennent de la Commission européenne, et à un certain moment, ils doivent se rencontrer. Et on a parlé d'ailleurs avant aussi ensemble sur le sujet. Pourtant, il y a une évolution dans le domaine, mais je ne sais pas dire quel pays est le plus avancé. Ce que je sais, que c'est dans toute la digitalisation des données administratives, l'Estonie est pas mal. L'Estonie et les pays nordiques, mais je ne sais pas pourquoi, mais surtout l'Estonie est exemplaire, il paraît, mais pas uniquement pour la santé. La réponse de Paolo Rotelli, puis après une question de Benoît. En fait, on n'a pas tout à fait terminé. Ah bon. Vous nous rassurez. Oui, voilà. Donc l'idée, c'est que l'objectif, on a commencé en fait il y a 10 mois, et l'objectif c'est en 3 ans d'avoir dossier électronique de groupe complet, Digital Workplace, et tous les médecins avec leur login électronique. Pour l'instant, tout le personnel en fait, administratif et médical et paramédical. Donc pour tout ce qui est login électronique, on a terminé. Et la solution qu'on est en train d'adopter maintenant pour un dossier médical de groupe, c'est on ne va pas changer le dossier médical dans chaque hôpital, dans chacun des 18, mais on va créer une superstructure qui va s'accrocher et récupérer les données. Ce qui du coup permet à chaque opérateur de ne pas voir son mode opératoire au quotidien changer, ce qui lui ferait perdre du temps et rendrait tout beaucoup moins efficient, mais qui permet en fait d'avoir des données qui sont rationalisées. Voilà. Merci. Peut-être la dernière question à François Blanchecotte, on va lui redonner son nom.
puisque parmi les nombreux titres et l'exposé que tu as fait tout à l'heure sur les enjeux des systèmes d'information, notamment au niveau européen, mais on n'oublie pas que tu es aussi un praticien dans une URPS. Comment assurer ce lien entre le travail des URPS et finalement l'éclairage international qu'on a essayé cet après-midi un petit peu d'évoquer? Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est un peu une distraction? Ou est-ce que ça peut nourrir le travail quotidien, ou en tout cas peut-être pas quotidien, mais fréquent des URPS? On a le sentiment, puisqu'à chaque fois qu'on prépare la bowl, ce sujet est demandé par tous. Mais comment ça peut nous nourrir au quotidien? Comment ça peut vous nourrir? Je crois que les deux, il faut qu'ils se rejoignent. On a besoin d'Eurostat parce qu'Eurostat apporte une mine d'informations extraordinaire, à la fois sur les conditions de vie, comme tu l'as souligné, Marlène, les conditions aussi de décès, de morbidité, mais aussi les conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les patients. Et je crois que pour faire évoluer nos régions, parce qu'on a des traditions culturelles différentes, y compris en France, avec des systèmes d'alimentation, des habitudes alimentaires, et il faut arriver à consolider cela. Nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a travaillé les professionnels français de façon verticale. Et il faut arriver à ce que nous soyons interopérables et nous puissions transmettre nos données. Il faut absolument qu'au niveau de nos URPS, et on l'a commencé effectivement en centre Val-de-Loire, c'est qu'on puisse avoir une alimentation, mais il faut que tous les professionnels de santé y croient à un moment donné pour que ça fonctionne. Sinon, si certains se disent on va attendre que ça fonctionne et on verra, je pense qu'on est reparti pour 10 ans. Je verrai encore plusieurs ministres de la Santé se succéder et donc on ne sera jamais arrivé. Non. Donc c'est important que ça fonctionne parce qu'on y est presque. Je veux dire, il faut arriver à ce que les messageries puissent continuer à avancer et puis surtout qu'on accepte le moyen de partager nos données. La biologie, entre autres, a toujours des données dans ses tiroirs depuis 10 ans ou 20 ans qui sont inutilisées par tout le monde. On peut parler de la radio, de la NAPAT, on peut parler de tous nos collègues du diagnostic. On a tous nos bases de données. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut effectivement les rendre interopérables. Nous, on serait le plus grand souhait qu'on aurait, nous, dans le libéral aussi, c'est quand un patient aussi est hospitalisé dans le système public, qu'on puisse avoir, évidemment, échangé nos données. Ça, c'est très important pour les urgences. On gagnerait du temps. On ne refait pas des bilans 2 fois alors qu'on a déjà fait le bilan en première intention. Donc, je crois que c'est fondamental. Mais il faut qu'on se mette avec les professionnels. Parce que les professionnels ont simplement besoin qu'on leur demande leur avis et leurs compétences. Dernière chose, il ne faut pas toujours vouloir tout. On peut commencer par des marches et que ça fonctionne. Je prends l'exemple de la biologie, 1000 examens, il suffit d'en mettre une centaine pour que 90% des données soient alimentées. Ce n'est pas la peine de vouloir dire on va mettre les 1000. Les 1000, on se reverra dans 10 ans ou dans 20 ans, ce n'est pas grave. Mais les 100 premiers, ça suffirait déjà. Et donc, on aurait déjà cette base-là. C'est très important d'aller vite aujourd'hui, parce que de toute façon, sinon, comme je l'ai cité tout à l'heure dans ma présentation, les acteurs mondiaux le feront à notre place, et à ce moment-là, on ne maîtrisera plus du tout le système. Voilà, j'étais court. S'il n'y a pas de questions... Non, Madame la Ministre, on ne résiste pas quand même peut-être à vous donner 3 mots ou 3 indications. Tout à l'heure, en posant la question à Madame De Smet, qui travaille depuis 25 ans sur les statistiques comparées en Europe, et à qui on demandait, selon vous, quels sont les 3 peut-être problèmes ou facteurs les plus importants qui ressortent de ce que vous avez pu voir, elle nous a dit quand même, 1, l'accessibilité. Non. Inégalité de santé. L'inégalité, les inégalités. Et donc, en 2, l'accessibilité. Inégalité sociale de santé. Les inégalités sociales de santé, l'accessibilité. Et enfin, le juste équilibre demain entre les perspectives de la numérisation et l'humanisation qui est celui de la relation médicale. Voilà. Je crois que c'était quand même important. Absolument. Parce que ça résume quand même assez bien nos travaux de cet après-midi. Paul, si tu veux conclure cette séquence. Très brièvement. Alors, tout d'abord, j'espère que la salle a été intéressée. Une dernière fois, on a réfléchi à ce programme Europe, comme on le fait souvent ici, en vous proposant des informations. Alors, une dernière fois, on a fait venir des experts d'exercices très différents, mais probablement cette diversité vous a été utile. Merci François, je sais qu'on se reverra à Bruxelles. Paolo, je reviens chez toi à Milan quand tu veux. Une dernière fois, c'est une mine d'informations avec des équipes créatives dans un système qui est vraiment qualitatif. Et puis je réserve mes plus grands remerciements à Marlène. On s'est rencontrés au forum OCDE, on va plus se quitter.
moi, j'ai adoré sa présentation la dernière fois d'une pédagogie lumineuse. On a appris beaucoup de choses. On va tous se ruer ce soir ou demain matin sur les bases de données Eurostat parce qu'on a des informations pertinentes à trouver grâce à elle. Et la modestie de dire c'est 25 ans de travail et je crois qu'on peut le remercier publiquement. Merci à tous.